lobbying, comme on dit aujourd'hui auprès du Vatican. En février 60, il dit « Je vous comprends, et dans les circonstances présentes, je ne peux pas vous le permettre. Cependant, j'ai convoqué un concile, celui-ci et mon successeur feront ce que je ne peux pas faire. » Était-il visionnaire, j'en sais rien. Où l'esprit a-t-il travaillé? Oui, alors moi je n'ai pas une vision aussi développée sur le plan historique et je suis plutôt un témoin extérieur de la présence des prêtres ouvriers dans les entreprises, puisque je vais m'exprimer plus en inspecteur du travail et en observateur de ce que je voyais quand dans les deux sections où j'ai été affecté, je rencontrais effectivement des prêtres ouvriers qui faisaient l'admiration, la mienne et celle de beaucoup d'inspecteurs du travail, parce que c'était des gens qui étaient pas des orateurs, qui se mettaient pas en avant, mais qui étaient donc des présences discrètes, mais qui savaient très bien analyser les situations, qui comprenaient les gens, qui accompagnaient les gens, qui écrivaient les défenses et qui comprenaient bien les arguments juridiques qu'il fallait utiliser en retenant bien les bases du droit du travail. Donc pour nous, c'était, surtout quand ils étaient délégués, et en général ils avaient des fonctions plutôt modestes, mais ils étaient intégrés dans les listes des délégués de personnel ou des membres des CHS par exemple, ou des comités d'entreprise, pas au premier rang de la représentativité, mais ils étaient des gens efficaces et qui étaient en général dans les permanences parmi l'ensemble des représentants syndicaux et du personnel. Alors, je vais essayer d'évoquer rapidement quelques anecdotes parce que c'est plus, je ne peux pas faire une liste soit de noms, soit d'étapes historiques. Mais pour la première anecdote, j'expliquerai que l'inspection du travail étant elle-même une fonction qu'on avait transformée en fonction militante et pas seulement une fonction administrative, ces deux représentants, alors moi je vais parler plus de mission ouvrière comme Jojo a présenté en deuxième temps, que des prêtres ouvriers. Pour nous c'était toujours joint pour les inspecteurs du travail. Mais c'est dans un bistrot de la Presqu'île que deux militants de la mission ouvrière, René Desgrands et Jean Lesquira, René était un membre de la CO, un ancien de la JOC, et Desgrands, qui était devenu le permanent de Villeurbanne du Parti communiste, sont venus nous dire « mais il faut que vous fondiez la cellule de l'inspection du travail du Parti communiste ». Et donc on a démarré à ce moment-là dans une petite équipe, mais il faut dire que cette mission de l'inspection, on avait retourné une inspection qui était donc un petit peu neutre en une fonction qui était interventionniste et qui était devenue une sorte de fonction militante à l'intérieur de l'État. Je l'ai d'ailleurs écrit dans un livre, mon métier n'était pas neutre, Mémoire d'un inspecteur du travail. Et à ce moment-là, c'était une chose relativement importante, c'est-à-dire qu'un inspecteur du travail décidait, même contre le ministre, un certain nombre de questions économiques et notamment la protection des représentants du personnel. Et après, on s'efforçait que le ministre suive, ainsi que la hiérarchie. Parce qu'il y avait les représentants du personnel qui se portaient partie civile et qui défendaient les PV ou qui défendaient les décisions, ce qui faisait que finalement les décisions tenaient. Alors, il faut dire que ça, c'était les inspecteurs du XXe siècle. Malheureusement, je suis obligé de dire que c'est peut-être beaucoup plus difficile aujourd'hui pour mes jeunes collègues du XXIe siècle, parce qu'ils ont subi la vague néolibérale qui a beaucoup retravaillé le Code du travail d'une part, et l'idée qu'on se fait de l'inspection du travail. Alors, je voudrais situer ça un peu dans le cadre d'une période, parce que moi, je n'ai pas connu toute cette période de la fondation, de la guerre, bien qu'on en ait vu les représentants qui en étaient issus. Et je suis en train de travailler justement là-dessus quand on pense à la crise de l'Église aujourd'hui. Il y a eu, on peut dire, les 30 glorieuses, pas seulement économiques ou sociales ou politiques, et qui correspondaient sur le plan de l'Église lyonnaise à la période de Gerlier. Gerlier, en fait, il a fait 25 ans, mais je pense, moi, qu'il a
donner l'image de 30 glorieuses de l'église lyonnaise, et qu'à ce moment-là, on a en même temps des 30 glorieuses militantes. C'est-à-dire que de partout, ça poussait, et nous, les inspecteurs du travail, finalement, on a vu arriver cette vague de pousser en avant des réformes sociales, parce qu'en même temps, le Code du travail, il se construisait et il se développait. Et donc, c'était une apparition de tout un tas de phénomènes militants à différents degrés, et les prêtres ouvriers étaient militants à la fois par leur vie professionnelle de salariés, et en même temps comme militants dans les entreprises, c'était tout à fait naturel qu'ils s'intègrent dans les structures syndicales, puis les structures politiques, avec des discrétions qui s'imposaient suivant chaque structure, mais ils étaient présents dedans. Et je peux dire qu'à cette époque-là, dans les paroisses, moi j'étais dans une petite paroisse de Villeurbanne, où ça s'appelait la Sainte Famille, il y avait un vicaire qui était à la fois ouvrier de menuiserie et qui était là, et on avait bien conscience que ça se sentait, je ne sais pas le nom de ce prêtre, mais dans ces... C'était Dominique. C'était Dominique. Je ne sais pas, mais j'ai toujours le souvenir que dans ses homélies, on comprenait qu'il avait travaillé la semaine dans sa menuiserie et qu'en même temps, il avait des choses à nous dire. Et donc, ça a été une période assez exceptionnelle parce que je pense que tout est monté, parce qu'on avait des gens d'une génération de 50 ans qui avaient un acquis formidable de maturité avec la guerre, la STO, etc., et qu'ils étaient poussés, parce que nous, on était une génération, moi j'avais 35 ans, ils sentaient venir derrière eux une autre génération qui allait donner une force supplémentaire, et que on a eu en France un contexte un peu exceptionnel, qui ne s'est pas reproduit quand nous avons atteint les 50 et les 60 ans, parce que derrière, nous avions des enfants qui avaient été éduqués petits dans la phase 68 et tout ce qui a suivi les années 68-90, où eux, ils ont fait table rase de ce qu'on avait essayé de leur transmettre. Mais à ce moment-là, il n'y a pas eu ce phénomène d'avoir deux générations qui ont voulu faire pousser en avant les transformations, et qu'il y avait à la fois les 50 ans qui avaient l'expérience et les 35 ans qui ramenaient du dynamisme. Et on a en plus rentré dans la crise du néolibéralisme, et maintenant dans une phase aggravée de la période 2000-2030. Alors je reviens en arrière quand même, c'est que dans les années, il y a une très grande période entre 70, 72, 77, où les prêtres ouvriers, parmi la mission ouvrière, vont amener donc un vent nouveau, et je dirais que c'est d'ailleurs presque plus la mission ouvrière qui va le faire, parce que les prêtres ouvriers, comme ils l'ont dit, n'étaient pas une grande masse de militants, mais on voit émerger à ce moment-là la victoire du programme commun et les élections municipales de 77, où sur toute la France, et moi j'étais à Vénissieux après avoir été inspecteur à Gerland et la Guillotière, on a vu que cette fois ça avançait pour avoir des transformations importantes. Et je cite Vénissieux parce que dans ma section, il y avait entre un quart et un tiers des conseillers municipaux qui étaient en même temps délégués du personnel dans les entreprises. Et c'était pas rien quand on faisait une visite, que moi j'ai vu ça, un délégué qui monte sur la table, qui interrompt la visite et qui se met à faire un grand discours, l'étape de la cantine. Et le patron, il se faisait tout petit parce que il fallait que ça bouge. C'était une boîte pourtant où il était le seul Français au milieu d'immigrés dans des conditions terribles. Mais il prenait le pouvoir là, pendant un instant, et nous, on n'avait plus qu'à dérouler le tapis. C'était pas un tapis rouge, mais on sortait les observations, et en même temps, bien entendu, il n'y avait pas que la visite de l'inspecteur du travail, il y avait des phénomènes de grève, des phénomènes de mouvement, et il y avait des choses qui ont avancé. Alors, ça avançait en même temps politiquement, c'est-à-dire qu'il y avait une conscience syndicale qui était plus qu'elle était en 1945, où il y avait 5 millions d'adhérents, ni une conscience politique où on n'était plus aux 25% de participation au mouvement ouvrier du Parti communiste. Mais il y avait une osmose assez forte. Moi, j'ai le souvenir d'une anecdote. On disait que dans une réunion du parti à la Fédé du Rhône, au Minguette, il y avait des tas de gens qui discutaient, et puis tout d'un coup, il y en a un qui dit « Mais d'abord, ici, qui c'est qui n'est pas prêtre ?»
Alors, il y a eu quand même quelques mains qui se sont levées, qui n'étaient pas prêtes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une osmose. Et on ne demandait pas aux gens s'ils avaient la carte ou s'ils n'avaient pas la carte. Mais on savait que ceux qui n'avaient pas la carte, ils étaient de toute façon assez favorables et ils se comportaient comme s'ils l'avaient. Et quand on réfléchit bien à cette période, l'église de Lyon et sa banlieue est, c'était un peu comme le nord-est brésilien, avec ces communautés de base, mais que dans les paroisses, à ce moment-là, le ton était donné par la mission ouvrière. Et qu'on était dans une phase de maturité avec une implantation ancienne, une sorte de cinquantaine d'années entre le Prado, la Joc, les prêtres ouvriers, la mission de France, et que c'était le fruit mûr de 1920-1970. Donc c'est pour ça que je crois qu'on peut parler de 30 ou même 50 glorieuses, sociales, religieuses, et en même temps des évolutions des institutions sociales, parce que c'est à ce moment-là, vers 82-86, les lois Roux, qu'on a vu les plus grandes avancées, après bien entendu 45 et la sécurité sociale, plus les grandes réformes de 45, sur le pouvoir économique des comités d'entreprise par exemple, ou sur les protections des représentants du personnel. C'est à ce moment-là qu'on est arrivé à un certain sommet du droit social en France, et qui était un peu en pointe par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde. Et moi je pense que cette montée de ces générations de prêtres ouvriers et de militants de la CO et de la JOC, ça a débouché pas seulement sur le Concile, mais aussi sur les années du programme commun, sur la victoire de la gauche et sur les lois Roux, et ainsi de suite. Donc après on se dit, mais est-ce que les missions ouvrières c'était important? Non, c'était des petites choses aux côtés des forces qui étaient issues de la résistance. Et moi j'ai le souvenir que dans les années 72, il y avait 600 000 adhérents au Parti communiste. Et qu'à ce moment-là, on estimait que ceux qui étaient chrétiens à l'intérieur du PCF, c'était entre 10 et 15 000 personnes. Mais ce n'était pas négligeable comme rapprochement et comme force pour la conception chrétienne de la vie au travail et de la proximité avec la classe ouvrière. Alors je voudrais maintenant rapidement parler de deux figures, parce que ça a été marquant de cette époque. C'est Joseph Jacquet et Alfred Ansel. Alors, ils ne sont bien entendu que représentatifs d'un nombre de personnes. Jojo a dit 1000 prêtres ouvriers. Moi, dans la région lyonnaise, je ne sais pas s'ils étaient 50 ou 100 prêtres ouvriers, et si les militants ACO, c'était 2000 personnes. Mais c'était à peu près de cet ordre-là. Surtout que ces militants ACO, la plupart, ils étaient en couple. Donc, je voyais les réunions qui se tenaient, même si les femmes restaient à la maison, encore à ce moment-là dans la classe ouvrière, c'était quand même double force. Et donc j'ai essayé d'amener ce soir la façon dont ça a évolué. Alfred Ansel a fait une petite brochure en 1945, il se déclare supérieur des prêtres du Prado, et il faut voir d'où il est venu, parce que il nous explique toutes les craintes. Alors sa brochure, c'est est-ce qu'il faut répondre à la main tendue par le Parti communiste? Et c'était donc la déclaration de Torres de 1936. Et donc, il commence par dire, oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans un traquenard? Parce qu'ils sont quand même, on a beaucoup de menaces qu'ils soient malhonnêtes, parce qu'ils disent qu'ils veulent bien nous tendre la main, mais on sait qu'ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent nous utiliser dans leur stratégie et dans leur tactique. Ils développent énormément, pendant de nombreuses pages, la tactique des communistes. Et donc la double tactique, la tactique avec des paroles qui sont accueillantes, et puis derrière, on veut prendre le pouvoir. Et alors ça se termine par 8 conditions qui met solution provisoire, l'attitude actuelle des chrétiens vis-à-vis de la main tendue. Et alors il faut voir toutes les précautions qu'il énumère. D'abord, il faut beaucoup de mesures de prudence. Il faut que, avant que les chrétiens osent répondre à une demande d'action commune, une seule demande d'action en commun, il faut garder un engagement syndical entre chrétiens. Il faut ne jamais s'engager dans une action habituelle commune avec les communistes.
il ne faut s'engager que pour des objectifs déterminés, que les prêtres et les principaux dirigeants d'Action catholique évitent tout ce qui pourrait les compromettre par un engagement dans le domaine temporel. Et il ne faut pas coopérer à la victoire du communisme. Donc ça, c'est délicieux parce qu'on voit que c'est très spontané. Alors il se fonde sur la doctrine sociale, sur Léon XIII, etc. Et je trouve que ça... Je pense que vous avez ça dans vos archives, les prêtres du Prado, mais ça mériterait d'être étudié et d'être étudié en comparaison avec ce qui s'est passé après, où dans la fin de son parcours, avec des livres qui sont coécrits avec Joseph Jacquet, ce sont justement les années de la victoire municipale de 77 et de la victoire de la gauche en 81, puisque ces 3 livres, c'est pour une lecture chrétienne de la lutte des classes de 1975 aux éditions universitaires. Ensuite, il fait éditer par les éditions sociales du Parti communiste, entre guillemets. Ils sont proches, quoi. C'est pas le Parti communiste, mais c'est les périphériques. Le dialogue en vérité, chrétien et communiste dans la France d'aujourd'hui, édition sociale 79. Et ensuite, un militant ouvrier dialogue avec un évêque, c'est Jacquet et Ancel, co-édité, édition ouvrière, donc d'Étienne, et édition sociale. Alors, je ne vais pas développer tout ce qu'il y a dans ces 3 livres, mais je pense qu'à ce moment-là, alors en même temps qu'on écrit ça du côté catholique, du côté communiste, on écrit aussi beaucoup sur la rencontre avec les communistes, avec les chrétiens, notamment Casanova, qui est un dirigeant national, et à Lyon, on a Guy Créquier, qui écrit au moins 2 bouquins sur ces rencontres et ces dialogues avec Ancel, avec un certain nombre de personnes. Alors j'en viens à une anecdote importante, et c'est une grosse anecdote, parce que pour des élections présidentielles qui ont suivi, on a un stade de Gerland complètement plein à craquer, comble, avec un meeting régional et 2 discours. Georges Marchais, qui est le candidat, et Joseph Jacquet, le militant assez haut, secrétaire régional CGT, non entité au PCF, à ma connaissance, mais il était de tous les combats avec la CGT et le PCF. Et c'est lui qui va fonder l'Institut d'histoire de Roger. Donc ils ont parlé tous les deux de la part que mettaient les chrétiens dans les transformations sociales et dans la construction de l'union de la gauche, dans le socialisme à la française, le socialisme démocratique. Alors je ne sais pas si on a gardé le discours de Jacquet, mais je pense que ça mériterait de le retrouver, parce que je me rappelle avoir entendu ça, ça avait marqué. Et puis il y a eu à ce moment-là une autre anecdote, c'est en janvier 86, c'est des chrétiens communistes de Vénissieux qui sont réunis à l'initiative, alors j'ai gardé ça dans mes archives, j'en ai plein ma cave, c'est à l'initiative du groupe Jacquet et du groupe de lecture matérialiste des évangiles de Vénissieux. Alors je ne sais pas si toi tu devais faire partie du groupe Jacquet. Il y avait Culture et Foi. Et il y avait Culture et Foi, bien entendu, de Fournier. Fournier, le jésuite. Et alors, de Lyon, on a convoqué à Vénissieux des gens de toute la France. Et on a trouvé des groupes semblables à Grenoble ou à Lorient, etc., où il y avait bien entendu des prêtres ouvriers, d'anciens prêtres mariés, et plein de gens qui étaient dans ces rencontres. Et on a fait donc la journée de la main tendue, des 50 ans de la main tendue par Maurice Thorez, et on était 110 et 120 personnes à peu près à Vénissieux. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y étaient, mais il y avait eu du monde toute une journée. Au moins 2. Oui. Alors, deuxième partie rapide. Quelle formule de prêtre ouvrier aujourd'hui? Parce que maintenant, je m'interroge. C'est une époque glorieuse, comme je l'ai dit, mais on a donc... qu'est-ce qu'on a comme formule maintenant pour le prêtre ouvrier? Parce qu'on a pensé à un moment donné que le prêtre ouvrier, c'était la formule d'avenir du prêtre. Nous, les militants, qui n'étaient pas seulement les militants assez hauts. Et puis cela a encore évolué très vite. Demain, on voit mal comment l'idée de prêtre ouvrier va continuer. Aujourd'hui, on a des chiffres catastrophiques, puisque vous savez que après une réunion qui s'est tenue salle Sainte-Hélène, on a des chiffres, on était 325 000 chrétiens pratiquants en 1952 dans le diocèse du Rhône, et maintenant on est 44 000. C'est les statistiques Boulard. Et on était à 1440 prêtres, et maintenant on est à 440 prêtres. Et en 2030, il n'y en aura plus que 45, plus 45 diacres.
Donc, il y a 550 clochers dans le diocèse de Lyon qui n'ont plus de présence permanente, mais qui ont un passage tous les 4 dimanches, dans le meilleur des cas, ou en ville. Bon, il y a messe tous les dimanches. Mais comment est-ce que l'idée qu'on puisse renvoyer des prêtres au travail aujourd'hui, alors il y en a qui sont encore, donc on ne va pas les en sortir, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que vous alliez demander à Barbarin s'il peut en envoyer, puisqu'il n'en a plus même pour le fonctionnement élémentaire de son église. Alors, on se pose des questions, bien entendu. Est-ce qu'il y aura une nouvelle formule générationnelle de prêtres ou de prêtres collégiaux tirés du lieu parmi les militants locaux, mais qui auront accompli leur travail pendant la vie normale de la semaine, ou qui l'auront accompli avant la retraite, tout en faisant leur activité de desservant ensuite dans l'église locale. Entre nous, ça commence à être discuté dans plusieurs endroits, ce genre d'idée. Et comment est-ce que ça s'est fait, cette évolution, ce passage? Alors, moi, j'ai une autre petite anecdote. Quand Desgrands est en train de quitter le sacerdoce, moi, j'ai 13-14 ans, je suis élève d'un prêtre en soutane qui fait le français latin grec à plein temps d'une chaire qui faisait au moins 2 mètres de haut au collège des Chartreux à la Croix-Rousse. Bon, c'est évidemment un contexte, les Lyonnais de la Presqu'île ou de la Croix-Rousse et les Lyonnais de l'Est, de la banlieue Est. Et évidemment, il s'est passé beaucoup de choses, puisque, je prends l'exemple un peu 23 ans après, il y a des élections, non seulement Desgrands n'est pas élu maire de Villeurbanne, parce qu'il n'a pas accepté de faire la tournée des popotes arméniennes et juives de la ville, et donc ça fait la différence. Donc on a perdu notre maire. Alors qu'on avait arpenté tous les gratte-ciel. Moi j'étais à ce moment-là le numéro 2 de la section de Villeurbanne-Centre, et non seulement l'Esquira, il meurt au volant de sa voiture en rentrant d'un meeting minuit pour une campagne électorale, non, mais Desgrands... à Paris. Enfin, mais Desgrands, il meurt aussi. Et alors à ce moment-là, on avait fait les choses de façon vraiment honorable, parce que notre ex-futur maire, qui n'a jamais été maire, quand il est enterré, avant qu'il soit enterré, on a fait, comme pour Castro ou comme pour Lénine, on a fait la veillée mortuaire de notre grand homme dans son petit HLM. Moi, je suis descendu à 3 h du matin pour tenir mon rang dans le garde à vous pendant 2 heures. Et j'ai le souvenir, si vous voulez, que ce Desgrands, on partageait avec lui le parler vrai. C'est-à-dire que quand j'ai raconté qu'il n'a pas voulu aller faire les popotes arméniennes et juives, c'est que pour lui, c'était la phrase de saint Matthieu, que votre oui soit oui et votre non, non. C'est-à-dire qu'on partageait ça entre chrétiens et communistes. Et donc, voilà un peu cette période, à mon avis, historique. Évidemment, aujourd'hui, on est devant une sérieuse crise qui peut être redémarrer, mais on ne sait pas bien comment. Il faudrait peut-être plus qu'un synode local. Et puis, il y a des tas de gens qui sont très désorientés parce que les choses avancent très vite. Moi, c'est extrêmement complexe. Le christianisme est très complexe. La classe ouvrière est très complexe. Et le marxisme est très complexe. J'ai acheté un livre sur le matérialisme aujourd'hui. C'est de 1000 pages qui dit qu'est devenu le matérialisme. Voilà, j'ai fini. Et de même, quand on essaye de lire qu'est devenu le christianisme, je ne sais pas si vous avez conscience d'être dans les 50 ans, les 50 glorieuses les 30 glorieuses de la Christologie. C'est Bernard Sesboué qui a écrit un livre de 500 pages. Et donc, je peux vous dire que c'est assez compliqué. Et quand on veut lire Joseph Moins, c'est 3000 pages qui nous donnent effectivement une vision moderne de ce qu'on appelle le concile de Chalcédoine. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut parler de choses simples alors que les choses sont si compliquées? Et comment est-ce que, effectivement, le problème de la sortie de l'effondrement du concile de Trente, comment est-ce qu'on peut en sortir? C'est-à-dire avec
cet effacement, cet enfouissement qu'a un peu évoqué Jojo, on n'est pas bien prêt à voir des lignes simples et évidentes à comprendre. Mais ça viendra peut-être du débat. Oui, je ne vais pas reprendre la parole trop longtemps. C'est Bruno là, qui m'y fait penser. D'ailleurs, vous avez la même formation, vous avez été au Chartres tous les deux avec Ansel. C'était un fils de bourgeois. Oui, alors justement on parlait d'Ansel, mais j'ai deux mots tout à l'heure. Je crois que c'est le prototype même de l'individu qui montre bien que les hommes peuvent évoluer et changer. Parce que j'avais été appelé il y a quelques années au centre social Bonnefoy, où Alfred Ansel a fini sa vie, de faire une soirée et parler un petit peu d'Alfred Ansel. Et donc j'avais fait quelques recherches. C'est une grande famille de la bourgeoisie lyonnaise, Vuillot Ansel, les teintureries textiles de Ansel, ce qui fait dire que quand il a commencé à parler au monde du travail, dans les années 45, 46, 47, dans le journal syndical de l'époque qui était La Vie ouvrière, qu'est-ce que vient nous faire parler cet évêque, alors dans son entreprise, les ouvriers, ils meurent au travail, etc. Ça tombait sec. Hein. Et puis après, il a évolué, c'était un pourfendeur des idées de la Révolution française, quand il était jeune, il avait fait ses études à Rome, etc. Et puis, petit à petit, il a pris conscience, mais par rapport aux prêtres ouvriers, ça n'a pas toujours été évident. On avait retrouvé, il avait écrit dans l'Essor, qui était le journal du diocèse, après la guerre, dans les années 40, en 49 ou 50, les prêtres ouvriers ont mission pour rendre l'Église et le Christ présents dans le prolétariat, et non pour coopérer directement à son effort terrestre de libération et de